Qu'on a fait de manière chronique de la question algérienne, non pas une question de relations internationales, de relations bilatérales, mais une question de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on utilise la question algérienne, comme on utilise la question migratoire, comme on utilise les accords commerciaux passés dans le cadre de la mondialisation pour faire campagne électorale à l'intérieur de la France. On dirait que beaucoup, je dis pas tous, beaucoup d'entrepreneurs politiques français ont besoin que ça aille mal avec l'Algérie pour pouvoir ainsi valider leur rôle et exhiber leurs promesses. Et si l'équivalent des montagnes russes dans la diplomatie internationale, c'était les montagnes franco-algériennes? En tout cas, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les coups de menton rageurs succèdent aux grandes embrassades. Et les sujets d'accord puis de disputes ne manquent pas. Le plus passionnel d'entre eux, c'est le passé colonial qui ne passe pas. En février 2017, alors qu'il est en campagne en vue de son premier scrutin présidentiel, Emmanuel Macron a des élans décoloniaux. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Mais quelques années plus tard, plus question de repentance. Macron accuse le pouvoir algérien d'entretenir ce qu'il appelle une rente mémorielle. Tension ne retombe pas entre Paris et Alger près de 60 ans après la fin de la colonisation. Tout est parti des déclarations il y a une dizaine de jours d'Emmanuel Macron qui dit que l'Algérie vit sur une rente mémorielle. Colère d'Alger qui a interdit notamment le survol de son territoire par les avions français de l'opération Barkhane. En décembre dernier encore, en pleine querelle bilatérale liée à de nombreux dossiers, notamment celui sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par la France et celui du rapatriement contrarié des OQTF, l'Algérie adopte une loi qui criminalise la colonisation française. L'article 9 de la proposition de loi résume les intentions de l'Algérie. L'État algérien s'efforce par tous les moyens et mécanismes juridiques et judiciaires d'obtenir la reconnaissance et les excuses officielles de la part de la France pour son passé colonial. Le texte fait porter à l'État français la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu'il a engendrées. Il liste les crimes de la colonisation française jugés imprescriptibles. Essais nucléaires, exécutions extrajudiciaires, pratique de la torture physique et psychologique à large échelle et pillage systématique des richesses. Forcément, du côté de Paris, on a réagi. Le ministère des Affaires étrangères français a réagi dans la journée et a regretté une initiative manifestement hostile, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels. Nous continuons de travailler à la reprise d'un dialogue exigeant avec l'Algérie qui puisse répondre aux intérêts prioritaires de la France et des Français, en particulier s'agissant des questions sécuritaires et migratoires. Mais ne voilà-t-il pas que dans cette atmosphère irrespirable, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Laurent Nunez, débarque à Alger? Laurent Nunez est arrivé aujourd'hui vers 14h30 à Alger. Il a eu ses premières discussions avec son homologue algérien, Saïd Sayoud, au ministère de l'Intérieur. En début de soirée, les deux hommes se sont rendus à l'hôtel El Nourassi d'Alger pour des discussions bilatérales élargies, notamment avec les patrons de la police française et algérienne, la gendarmerie et la sûreté intérieure des deux pays, ce qui confirme une reprise effective de la coopération sécuritaire vite à l'arrêt depuis plus d'une année. Reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le successeur de Bruno Retailleau s'est dit satisfait avant de reprendre l'avion. Satisfait aussi pour des raisons de politique intérieure, car il plante un clou dans la pré-campagne déjà mal engagée de son prédécesseur qui convoite l'Élysée. De l'autre côté du spectre politique, on observe également la moindre éventuelle rodomontade d'Alger suite à ce voyage pour mieux insister sur la faiblesse d'un camp Macron qui laisserait la France se faire humilié. Bref, 64 ans après l'indépendance de l'Algérie, qui fut longtemps un département français, les relations bilatérales entre l'ex-colonisateur et l'ex-colonisé sont-elles condamnées à la cyclothymie et aux instrumentalisations à usage interne? Est-il possible d'identifier ce que l'on peut appeler l'intérêt national de chacun des deux acteurs et partir de cette base pour amorcer un dialogue fructueux? Les questions d'immigration et de sécurité sont-elles les plus prioritaires
à court ou à moyen terme? Peut-on penser des relations normales entre deux nations qui, pendant longtemps, n'en ont fait qu'une, certes dans un contexte d'apartheid et de dépossession? Ce sont entre autres les questions que je m'en vais aborder avec Bertrand Badji, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et le tout nouveau Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Vous regardez un nouvel épisode de Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, les relations franco-algériennes, c'est un peu comme la météo à la télé ou les feux de l'amour. C'est attendu, ça a l'air répétitif, mais chaque jour ou presque, il y a de nouveaux rebondissements. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce qui ressemble à un rabibochage un peu inattendu avec la visite à Alger de Laurent Nunez? Alors, d'abord, je te trouve bien optimiste, parce que parler de rabibochage dans cette séquence que nous avons sous les yeux, c'est aller peut-être un peu vite en besogne. Regardons l'histoire des relations franco-algériennes depuis 1962, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Ça fait quand même maintenant 64 ans. On s'est aperçu qu'il y a eu une succession de hauts et de bas. Malheureusement, il y a eu plus de bas que de hauts. Et que lorsqu'on croyait que le fil était renoué, il se dénouait. Il se dénouait pourquoi? Il y a plusieurs éléments que l'analyse en relations internationales ne sait pas prendre en compte. Il y a d'abord un élément subjectif, et ça, la subjectivité, on la laisse toujours de côté parce qu'en relations internationales, officiellement, l'humain ne compte pas. C'est ce formidable traumatisme constitué la guerre d'Algérie. Si on regarde l'histoire du monde, c'est-à-dire pas seulement l'histoire internationale de la France, mais l'histoire de l'ensemble du monde depuis 1945, il n'y a pas eu une guerre de décolonisation qui a été aussi longue, aussi meurtrière, aussi traumatisante que la guerre d'Algérie. Dans la mémoire algérienne, et je ne suis pas là pour en juger, c'est pas mon travail, mais dans la mémoire algérienne, c'est 1 million de morts. Comment peut-on effacer 1 million de morts alors que si on compare par exemple à la Seconde Guerre mondiale et par exemple au conflit au pluriel franco-allemand, il y a eu après le conflit, et notamment le dernier, un effort paritaire pour rétablir les relations. Et ça, j'en viens ainsi à mon deuxième élément d'appréciation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su construire la parité dans les rapports franco-algériens. Je ne mets pas en cause les volontés des uns et des autres. Peut-être certains des présidents étaient porteurs de bonne volonté. Tu as toi-même rappelé qu'Emmanuel Macron, avant d'être élu, avait dénoncé le crime colonial. Donc, ce sont des choses qui pourraient être l'amorce du rétablissement de cette parité. Mais il a dit quelques années après que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation, ce qui est là aussi une ignorance de la subjectivité des Algériens, qui ont une histoire, comme chaque être humain a son histoire. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément qui me paraît déterminant, c'est qu'on a fait de manière chronique de la question algérienne, non pas une question de relations internationales, de relations bilatérales, mais une question de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on utilise la question algérienne, comme on utilise la question migratoire, comme on utilise les accords commerciaux passés dans le cadre de la mondialisation pour faire campagne électorale à l'intérieur de la France. Et effectivement, le bouc émissaire que constitue l'Algérie, la migration algérienne, le passé de violence tel qu'il est perçu, y compris dans la société française, tout ça fait que on dirait que beaucoup, je dis pas tous, beaucoup d'entrepreneurs politiques français ont besoin que ça aille mal avec l'Algérie pour pouvoir ainsi valider leur rôle et exhiber leurs promesses. Et tu citais un ancien ministre de l'Intérieur, candidat à l'élection présidentielle, ça s'inscrit tout à fait dans ce sens. Et puis il y a un quatrième élément qui est peut-être le plus systémique, c'est-à-dire le plus compliqué, qui mêle le plus d'éléments, qui est le positionnement de l'Algérie en Afrique au regard du positionnement français en Afrique. Là,
position de la France en Afrique est en régression incomparable. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête qui a été faite dans le cadre du CERI à Sciences Po, qui a établi que le président de la République française était le personnage le plus impopulaire parmi les élites africaines aujourd'hui. Contrairement, et ça fait quand même frissonner, à ce relatif amour porté à des personnages aussi sinistres que Poutine notamment. Donc tout ça fait frémir, mais tout ça s'explique par le fait que la France a complètement échoué dans sa politique africaine. L'Algérie est passée aussi par de mauvaises passes dans sa politique africaine. Elle n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois, où, si on se rappelle les conférences d'Alger, celles de 67 et 73, l'Algérie, c'était le leader, non seulement de l'Afrique, mais du tiers-monde, mais évidemment, ça rejaillissait sur sa réputation en Mais Afrique. jusqu'à la création de l'Union africaine, où Alger et Pretoria étaient un peu le tandem qui portait une certaine vision de l'Afrique, Tout à à fait. côté de Kadhafi. Et à l'époque, il y avait le groupe de Casablanca qui était le groupe progressiste dans lequel se retrouvait en même temps le Maroc, comme l'indique le lieu où s'était tenue la conférence, et l'Algérie. Donc tout ça, c'était un temps immédiatement postcolonial où l'Algérie, parce qu'elle symbolisait justement cet esprit de résistance, était un étendard de l'Afrique. Au Depuis- moment de l'OUA, première étape avant au moment de l'Union africaine. l'EUA. Et puis, ça s'est peu à peu gâté. Ça s'est gâté d'abord parce que le positionnement de l'Algérie a fait que son voisinage avec les États du Sahel l'a impliqué dans le conflit sahélien, a créé des tensions très fortes avec notamment le Mali et le Niger. Alors, depuis quelques jours, ça s'est un peu arrangé avec Justement, le Niger. on en parlera, Bertrand, mais Bon, revenons un mais- peu. Oui. Alors, tout ça pour te dire que cet échec parallèle, mais avec des fondements tout à fait différents, de la France et de l'Algérie en Afrique, conduit finalement à une méfiance réciproque et à la tentation française de s'appuyer sur le Maroc pour revenir en Afrique, tandis que l'Algérie vit ses mauvaises relations avec la France comme probablement emblématique d'une nouvelle santé qu'elle essaye de se faire sur le continent africain. Et donc, on est vraiment dans un moment de très grande délicatesse, dont malheureusement nos amis migrants algériens en France sont les otages. Alors, les questions de politique intérieure ne sont jamais loin quand il s'agit du bilatéral franco-algérien, tu l'as dit. Et il y a toujours des commentaires d'après-match. Quels seront les indices que les adversaires du pouvoir macronien, notamment l'extrême droite, vont observer pour dire ou pas que la France a encore été humiliée, avec des guillemets, j'utilise ce terme humilié à dessein, car l'enjeu, c'est aussi l'échec de la méthode Retailleau, c'est-à-dire la méthode que préconisent la droite et l'extrême droite. Et je parle d'indices car il y a des dossiers, comme le rapatriement des OQTF, les suites judiciaires de l'affaire, la fameuse affaire Amir DZ, du nom de l'influenceur anti-pouvoir algérien enlevé sur le territoire français. Il y a aussi la question de la libération de notre confrère, le journaliste français Christophe Glaise. Donc, quels seront les éléments qui permettront aux commentateurs, vraiment à la manière des commentateurs sportifs, de faire l'après-match? C'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'est la carte de l'extrême droite. Et d'ailleurs, bizarrement, ce n'est presque pas dit. On laisse une autoroute à cette extrême droite pour produire la rhétorique du n'importe quoi. La rhétorique du n'importe quoi, c'est quoi? C'est de dire, d'une part, les malheurs de la France viennent de la migration, que cette migration est d'abord une migration algérienne, et que non seulement cette migration vient porter atteinte aux intérêts économiques et culturels et nationaux français, mais qu'elle reflète en plus un État qui tout entier est anti-français. Ce qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que lorsque on est face à une histoire de confrontation, on ne va pas éternellement poser cette confrontation comme structurant l'avenir. Au contraire,
Le propre d'une confrontation, lorsqu'on en sort, c'est d'essayer de la résoudre. La fameuse définition que un politiste canadien, Paul Sharp, donne de la diplomatie est très évocatrice, qui dit « gérer les séparations ». Le fond du problème, il est là. C'est que non seulement on ne sait pas gérer les séparations franco-algériennes, mais on les entretient. On va faire voter à l'Assemblée nationale un texte demandant l'abandon du fameux accord de décembre 1968 qui régissait les rapports franco-algériens et notamment les questions migratoires. Alors, c'est doublement stupide. D'une part, parce que d'abord, c'est pas au Parlement de demander l'abrogation d'un texte, faut pas l'oublier, mais deuxièmement, et surtout, le problème est un problème d'actualisation et non d'abrogation. L'importance de la migration algérienne en France est telle qu'on ne peut pas vivre sans un accord. Alors, cet accord est en décalage, c'est vrai, tout le monde le dit. Les autorités algériennes et les Algériens eux-mêmes les premiers disent que cet accord doit être revu. Mais aucun travail n'est fait en vue de cette révision. On inverse les choses, c'est-à-dire que l'on fait de la revendication d'une abrogation l'objectif final, là où on a besoin avant tout de redéfinir un texte. Donc on est tout à fait dans la diplomatie qui est à la mode aujourd'hui, qui a son côté, c'est très trumpien, c'est-à-dire il faut afficher et il faut faire de la gonflette diplomatique, afficher ses muscles. Hein. De même que M. Trump aux États-Unis passe son temps à dénoncer des accords passés, accord de Paris, accord sur le nucléaire iranien, accord commercial avec un tel ou un tel, parce que la dénonciation d'un accord devient en quelque sorte un mode d'affirmation. Eh bien, l'extrême droite, d'ailleurs quand on dit extrême droite, c'est l'extrême droite et la droite extrême, et la droite radicale, n'ont de cesse que de s'affirmer dans la dénonciation et jamais dans la construction. Laurent Nunez, justement, n'a pas joué ce jeu de la gonflette, et c'est pour cela que les résultats de sa visite à Alger seront scrutés. Oui, bien sûr, mais comment objectiver le résultat? Bah, il y a d'abord des signes concrets de part et d'autre, c'est-à-dire est-ce que le journaliste Christophe Glaise va être libéré? Est-ce que on va rétablir des relations diplomatiques? Il n'y a toujours pas d'ambassadeur de France à Alger. L'ambassadeur a été rappelé, il est toujours à Paris. L'ambassade de France en Algérie est en veilleuse. Ça, c'est des éléments concrets également. Il y a tout un tas d'accords qui demandent qu'à être renouvelés ou signés. Il y a cette fameuse coopération dont on parle tant et qui me paraît correspondre à une réalité en matière de renseignement. Alors d'ailleurs, Laurent Nunez, la première chose qu'il a dite, c'est « j'espère rétablir la pleine coopération entre la France et l'Algérie en matière de renseignement ». Soit dit par parenthèse, dans tous les marqueurs diplomatiques, la coopération en matière de renseignement est probablement le signe le plus réel d'une normalité des relations. C'est-à-dire, il y a dans le jeu international actuel l'idée que la priorité des priorités, c'est de se coaliser entre États pour éviter le terrorisme et donc notamment de fonctionner ensemble à travers des renseignements concernant le terrorisme et toutes les formes de délinquance. On va voir si tout ça va être rétabli. Mais tout ça, c'est des marqueurs conjoncturels. Moi, ce que j'attends, à propos de l'Algérie, mais on pourrait dire la même chose à propos de l'Afrique, hein, c'est une réinvention des relations franco-africaines qui se sont jamais départies de leur nature postcoloniale. Le fond du problème, il est là. Et là, je suis pessimiste parce que je ne vois aucun élément. C'est-à-dire, ce qui me frappe beaucoup dans la politique étrangère française en ce moment, mais depuis un certain temps, c'est pas propre au gouvernement actuel, c'est il est toujours dans la réaction. Il est jamais dans l'offre. Dans le conflit russo-ukrainien, bon, la France prend des positions courageuses de solidarité avec l'Ukraine, je n'en disconviens pas, mais en même temps, j'ai jamais entendu la France
avancer une proposition de paix, une proposition pour redéfinir la sécurité en Europe. La France se fait vraiment virer d'un certain nombre de pays, style le Niger, le Burkina, le Mali, mais de manière beaucoup plus prudente et pudique. D'autres pays comme le Sénégal ou la République centrafricaine, et même maintenant le Tchad, qui était pourtant un ami, je ne vois pas de proposition de réinvention. C'est quand même un événement colossal, la décolonisation. Moi, je ne connais pas en relations internationales d'événements aussi importants. On pense qu'en l'espace d'une décennie, 100 États nouveaux, 100, le chiffre 100, sont apparus sur la scène internationale. Et on n'a jamais fait l'effort de définir les modes d'accueil. On considérait que ces États devaient s'adapter à un ordre international qui existait, mais on n'a jamais réfléchi en termes de réinvention. Ce qui est vrai pour l'Afrique décolonisée, l'est 100 fois plus à propos de l'Algérie, pour la raison que je disais tout à Justement, l'heure. la particularité de l'Algérie en Afrique, c'est que l'Algérie est finalement un pays né d'une sécession. Et je m'explique que c'était un territoire national, construit dans ses marges coloniales sur un système d'apartheid, mais l'Algérie, c'était la France, c'était un département français, c'était une colonie de peuplement. Est-ce qu'on a beaucoup dans l'histoire des exemples de colonies de peuplement qui deviennent indépendantes dans l'harmonie avec l'ancien colonisateur, et comment sortir à moyen terme, on va dire, de ce cycle infernal? Parce que c'est ça la Alors, particularité, c'est que l'Algérie, c'était la France. Alors, tu as en très grande partie raison, d'autant plus que les colonies de peuplement qui ont accédé à l'indépendance l'ont fait au profit des colons, de ceux qui se sont installés. Si tu prends l'Australie face aux aborigènes, si tu prends, alors plus anciennement encore, les colonies britanniques d'Amérique du Nord, où les populations indiennes ont été complètement décimées, pour pas dire plus et pour pas dire pire, effectivement, et même l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ce qui était à l'époque d'ailleurs la Rhodésie du Sud, on voit bien que le passage à l'indépendance s'est fait paradoxalement en faveur des colons qui réclamaient le pouvoir. Hein. La première Rhodésie, le premier Zimbabwe, c'était ça. C'est des OAS qui ont marché, quoi. Voilà. Alors, dans le cas de l'Algérie, tu as tout à fait raison, c'était beaucoup plus compliqué, en tous les cas dans l'esprit de la puissance coloniale, puisque le souffle d'indépendance ne venait pas des colons, qui eux, au contraire, demandaient le statu quo, mais venait des populations que l'on appelait pour l'Algérie musulmane, indigènes, autochtones, celles qui étaient vraiment les habitants multiséculaires de ce territoire. Donc tu as tout à fait raison, et ça explique la brutalité de la chose, quand je disais tout à l'heure que c'était probablement la décolonisation qui s'est le plus mal passée dans l'histoire post-1945, c'est probablement à cause de ça. Ceci dit, il y a aussi une part, je dirais, d'apparence. La colonisation sur le Maroc, sur la Tunisie, la colonisation en Afrique, elle avait sa brutalité qui était un peu dissimulée par le fait qu'il restait des autorités traditionnelles en place. Le sultan du Maroc, le bey de Tunis, des chefferies ou des royautés en Afrique subsaharienne. Assujettis. Pardon ? Assujettis. Voilà, mais qui correspondait à ce que les Britanniques appelaient l'indirect rule, c'est-à-dire on dominait grâce à la complicité plus ou moins forcée qu'on imposait aux autorités traditionnelles. Le sultan du Maroc, le bey de Tunis, les monarchies, les royaumes africains, etc. L'Algérie, la coupure a été effectivement d'autant plus forte, mais on voit l'histoire se reproduire maintenant avec la Kanaki, avec la Nouvelle-Calédonie. Hein. La grande question qui se pose, c'est est-ce que
mis à part ce qui s'est fait dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant 1945 et notamment dans le cas de l'Amérique du Nord, voire de l'Amérique du Sud, est-ce qu'il y a un seul exemple où ces populations dominées et écrasées par une colonisation, par un modèle colonial d'implantation des populations métropolitaines, est-ce qu'il y a un modèle qui résiste? Non, ils tombent tous les uns après les autres. Et c'est la raison pour laquelle ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire de la réforme constitutionnelle concernant ce que l'on appelle la Nouvelle-Calédonie, n'a aucun avenir. Finalement, et c'est la stratégie du FLNKS, la population indigène sait qu'on n'est plus à l'époque où on massacrait les Indiens d'Amérique, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Alors, est-ce que l'insécurité psychologique que Donald Trump génère dans certaines capitales, à Alger notamment, pourrait expliquer un désir de normalisation avec la France aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe, je reviens toujours à cette idée qui me paraît centrale, c'est que depuis la chute du mur, mais ça s'est considérablement accéléré avec Trump, on assiste à une fluidification des relations internationales. C'est-à-dire la tentation, que ce soit dans des pays au passé progressiste ou au passé conservateur, à la tentation du multi-alignement, c'est-à-dire de s'appuyer sur tout le monde en même temps, espérant qu'on tirerait ainsi le maximum de bénéfices. Et on a bien vu, depuis la guerre civile algérienne, enfin celle qui a notamment marqué donc, les années 90, comment il y a eu une tentation de regarder en direction des États-Unis. D'abord, le parrainage soviétique, par définition, n'existe plus. Poutine, c'est pas Brejnev, hein. Mais il y a cette idée que ça ne sert à rien d'avoir un patron, que l'idéal, l'optimum, c'est d'en avoir plusieurs. D'ailleurs, le Maroc joue aussi du multi-parrainage, hein, du Avec peut-être plus de multi-patronage. bonheur que l'Algérie. Oui, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais l'Algérie est en quête de relations nouvelles. Alors, ce qu'elle ne fait pas, contrairement au Maroc, c'est de se tourner vers Israël. Mais il y a la tentation italienne, il y a la tentation allemande, il y a aussi la tentation états-unienne. Mais c'est vrai que Trump a pas mal déçu après un peu plus d'un an de mandat. Il y a beaucoup de désillusions. Bah, quand on voit ce qu'il fait dans des pays pétroliers comme le Venezuela et le Nigeria, dans des pays gorgés d'hydrocarbures, et quand on voit les signaux qui sont envoyés à Alger, notamment le fait qu'il n'y a toujours pas d'ambassade, mais un chargé d'affaires qui n'est pas forcément le plus algérophile, peut-être qu'il a la peur. En tout cas, il se dit que Abdelmajid Tebboune a peur de Trump. Oui, et puis la méthode trumpienne, on le voit bien maintenant, c'est pas qu'est-ce que je peux t'offrir, qu'est-ce que je peux faire pour toi, c'est qu'est-ce que tu as à m'offrir. Ah, donc c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, tant en ce qui concerne le Venezuela que le Nigeria, je ne nie pas que le pétrole est quelque part dans sa tête et joue un rôle actif. C'est plus le Nigeria qui a été bombardé que le Niger, qui est pourtant un pays riche hein, aussi, il ne faut pas l'oublier, ou que le Mali, ou que le Tchad, ou je ne sais quoi. Tout ça, ça joue le pétrole, c'est vrai, mais si on y regarde de très très près, finalement, est-ce que c'est le fond des choses ? Je pense que c'est l'accessoire des choses, un accessoire qui compte, qui n'est pas de malentendu entre nous, mais fondamentalement, c'est ce que j'appelle tout à l'heure la gonflette diplomatique, c'est-à-dire montrer sa force, montrer sa puissance. On est dans une séquence où il est démontré que la puissance détruit mais ne construit pas. Donc effectivement, quand il s'agit de détruire M. Maduro, ça marche. Et ça n'a pas coûté très cher, cette opération. Quand il s'agit de bombarder les positions de Boko Haram au Nigeria... Position supposée. Oui, d'accord. Mais ça marche quand même. C'est-à-dire, il y a détruire, c'est facile. Hein, un enfant de 4 ans est capable de détruire tout ce qu'il y a dans l'appartement de ses parents.
construire autre chose. Autrefois, la puissance, elle détruisait, elle construisait. Là, maintenant, elle ne construit plus grand-chose. Et finalement, on voit bien que la diplomatie, non seulement la diplomatie trumpienne, mais sa méthode de gouvernement repose sur cet affichage de la puissance, beaucoup plus que sur l'efficacité de la puissance. Alors, je vais donner un exemple, Bertrand. La reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental a été un des éléments déclencheurs du dernier épisode orageux entre les deux pays et les deux présidents. Le président Tebboune m'a dit que lorsqu'il était arrivé à Bari, Emmanuel Macron va chez lui, dans sa résidence, et ils vont passer un moment à se parler. Et je pense que c'est là où il va lui dire « Voilà ce que je compte faire avec le roi du Maroc ». Emmanuel Macron informe Abdelmadjid Tebboune qu'il va se rapprocher de son frère ennemi, le roi du Maroc, Mohamed VI, et lui faire un très beau cadeau. La France va reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et donc désavouer Alger. Le président Tebboune lui a répondu très directement, comme ils l'ont toujours fait dans leur relation. Il lui a dit « Si tu le fais, ça sera terminé entre nous ». Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Dès que la déclaration a été faite, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé à Alger. Mais dans le fond, aujourd'hui, les États-Unis donnent l'impression de vouloir forcer le Front Polisario, l'Algérie, la Mauritanie à se soumettre au plan d'autonomie marocain. Et on va dire qu'Alger n'a pas les moyens de résister à Washington comme on résiste à Paris. Alors, se soumettre, accepter, parce que c'est le train que cela semble prendre, accepter l'impérium américain sur ce sujet, tout en continuant de bouder Paris sur le même sujet, alors que Paris a été un peu moins cavalier, peut-être que ça paraît vain, et on se dit, bon, finalement, mieux vaut au moins jouer des deux à Alger, on peut se dire ça. Parce que on ne voit pas le président Tebboune parler à Trump sur cette histoire du Sahara occidental comme il parle à Macron. Oui, alors moi je comprends très bien ce que tu dis, je le partage en partie, mais je serais un peu plus prudent dans l'affirmation. D'abord, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de symétrie entre les États-Unis et la France quand on est en Algérie. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que la question algérienne, c'était une monnaie sur le marché politique et électoral français, mais la dénonciation de la France reste une monnaie sur le marché politique algérien. C'est-à-dire que s'attaquer à la France, dénoncer le libido dominandi de la France, ça parle au peuple algérien. Les États-Unis, c'est loin. L'Algérie n'a jamais été confrontée directement à l'Algérie. Aux États-Unis. L'Algérie n'a jamais été confrontée aux États-Unis, sauf indirectement sous la guerre froide, mais de manière très prudente. Et la société algérienne ne l'a pas vécu dans son fort intérieur. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus rentable de s'en prendre à Paris que de s'en prendre à Washington. Premier élément. Deuxième élément, moi, je ne suis pas sûr que le dossier sahraoui soit totalement clos, que c'est fini, qu'on est passé à autre chose. D'abord, on a abusivement interprété la dernière résolution du Conseil de sécurité comme une victoire marocaine, là où la résolution du Conseil, quand on la lit de très près, est beaucoup plus filandreuse, puisqu'il est question du conditionnel. L'un des moyens de résoudre le conflit sahraoui serait, non pas est, mais serait de partir du plan marocain. J'ai jamais vu une résolution ni aucun document de droit rédigé sur le mode conditionnel. Ce n'est pas possible. Donc on est encore dans le flou, d'autant qu'il ne faut pas oublier que la mission des Nations Unies pour le Sahara a été reconduite. Donc ça veut dire qu'il reste une incertitude sur le statut de demain. Maintenant, il faut voir un dernier élément qui, hélas, est de plus en plus monnaie courante en relations internationales, c'est que le de facto l'emporte sur le de jure. C'est-à-dire qu'il s'agisse de Chypre, qu'il s'agisse de l'Abkhazie, qu'il s'agisse du Kosovo, et Somaliland. Somaliland, etc. On laisse les choses se faire parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens
de les contrarier, et je dirais même qu'on considère comme peu rentable le fait de le contrarier, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on aboutit à un ordre consenti. Et c'est ça en même temps la force et la faiblesse de l'Algérie. La force de l'Algérie, c'est qu'elle n'a pas besoin de crier haut et fort sur tous les toits qu'elle s'incline devant le plan marocain et qu'elle reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cet acte symbolique très fort qui affaiblirait considérablement la légitimité du pouvoir algérien, on ne le demande personne ne le demande aux dirigeants algériens. Personne ne demande à M. Tebboune de monter sur la table et de dire ben voilà, je reconnais que le Sahara est marocain. Donc ça donne une certaine souplesse et latitude à l'Algérie, comme la Grèce ou Chypre, Nicosie, peut accepter que l'armée turque occupe le nord de Chypre sans avoir à le reconnaître. Et on a la même chose avec Taïwan, un autre exemple particulièrement probant. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, moi, ça a toujours été ma façon de voir dans les relations internationales, à terme, il faut voir comment les dynamiques sociales au Sahara vont s'engager. La messe n'est pas dite non plus dans cette affaire. Alors, bon, la messe n'est pas dite, malgré les pressions américaines qui sont réelles. Alors, puisqu'il fallait quand même souffler le chaud et le froid, Abdelmajid Tebboune a accueilli dans son pays à la fois Laurent Nunez et le président de transition nigérien, Abdourahmane Tiani, Oui. qui multiplient les sorties agressives contre la France. Excellence, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Votre position vous honore surtout lorsqu'on sait que certains pays africains, du moins leurs dirigeants manipulés, ont raté le rendez-vous de l'histoire en répondant aux injonctions françaises de porter la guerre contre le peuple nigérien. Alors on peut se dire, Bertrand, qu'Alger se réserve le droit de décocher à nouveau des flèches contre Paris, ou plus profondément, que l'Algérie essaie de remettre les pieds dans son voisinage sahélien après la dégradation des relations avec le Mali, et aussi d'avancer sur le gazoduc transsaharien qui prendrait de l'avance sur le gazoduc transatlantique porté par le Maroc. Et ça, c'est des enjeux sur des décennies. Mais tout à fait, c'est-à-dire que on voit plusieurs portes qui s'ouvrent. Il y en a même une autre que tu pourrais ajouter, même si elle est plus floue, peut-être moins pavée pour l'instant, qui serait que l'Algérie s'offre un rôle de médiateur entre la France et les États du Sahel. Parce que l'Algérie, si elle réussit à rétablir sa relation avec les 3 États du Sahel, est géographiquement et d'un certain point de vue politiquement beaucoup mieux placée même que le Maroc pour jouer ce rôle. En ce moment, c'est totalement impossible, ça a été même le fond du trou. Si ces pays du Sahel, qui se sentent quand même assez isolés, hein, il faut dire, les pays du Sahel sont pratiquement, ils sont coupés de l'Union africaine, ils n'ont même pas réussi véritablement à mobiliser la Guinée comme 4e État de l'Afrique sahélienne. Ils sont en situation très difficile sur le plan militaire face aux organisations djihadistes, et les exemples récents montrent qu'il n'y a pas à attendre de la Russie une solidarité à toute épreuve. L'exemple de la Syrie notamment. L'exemple de la Syrie, l'exemple du Venezuela, peut-être demain l'exemple du Cuba, etc.
Je pense qu'à Niamey, à Bamako ou à Ouaga, on se demande si véritablement l'assureur russe est un assureur tout risque, hein. Et donc, effectivement, une porte ouverte vers l'Algérie, ça peut être vers autre chose, et ça peut être, si la France donne des gages de reconstruire une France-Afrique, un moyen d'y parvenir. Donc, effectivement, la situation algérienne est loin d'être désespérée. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la grande énigme est le rapport au faible. Autrefois, la grande énigme, c'était le rapport au fort. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fort va nous faire? Il va nous casser, il va nous occuper ou il va nous aider. Ça, Alger a mis les petits plats dans les grands pour le président nigérien. ben voilà. Et maintenant, finalement, d'un certain point de vue, Niger-Algérie, c'est le faible au faible. Et donc, est-ce que cette compétition de faiblesse peut aboutir à la fabrication d'une nouvelle étape? Pourquoi pas? En tout cas, de facto, si le gazoduc transsaharien avance vite, ça fait un espace de prospérité à l'intérieur des terres, loin de la logique transatlantique, qui est finalement la logique post-coloniale. Et ça porte un petit coup au Maroc, qui a son projet de gazoduc transatlantique. Tout à fait. Maintenant, le problème, ça on ne l'a pas abordé en ce qui concerne la France, qui pourrait justement profiter de cette situation pour rétablir sa posture, son positionnement en Afrique, c'est que d'ici l'élection présidentielle, il ne peut rien se passer. Donc, d'abord, la voix de Macron est devenue très peu crédible en Afrique. D'autre part, tout le monde se demande qu'est-ce qui va être élu en 27. Il est évident que si c'est un candidat de l'extrême droite, rien ne sera possible et tout sera à nouveau remisé. Donc, jusqu'en 27, c'est un jeu qui risque de se faire hors de la France. Pour reparler de l'Algérie et de la France, est-ce qu'il y a un moyen de conceptualiser, dans le cadre de ces relations bilatérales, l'intérêt national de chacune des deux parties? Dans le fond, est-ce que ça existe, l'intérêt national en Oui, matière? alors tu sais que moi, en relations internationales, je réfléchis de moins en moins en termes d'intérêt national. L'intérêt national, c'est un mythe, ça n'existe pas, surtout au singulier. Est-ce que véritablement en France, M. Macron, M. Mélenchon et Mme Le Pen ont la même vision de l'intérêt national? Non, il faut voir qu'on est en train de passer d'un monde à l'autre, et c'est ça qui est le plus intéressant. Le monde d'hier, c'était effectivement une compétition exclusivement entre États où l'intérêt national était le fanion que chacun construisait et imposait parce qu'il avait le pouvoir. Voilà ma vision de l'intérêt national. Et voilà comment moi, Louis XIV, moi, Napoléon, moi, Poincaré ou moi, le général de Gaulle, j'impose ma vision. Maintenant, les choses sont beaucoup plus compliquées. Pourquoi elles sont beaucoup plus compliquées? D'abord parce que on ne laisse plus aux chefs d'État le monopole de la définition de l'intérêt national. Il y a une appropriation sociale des relations internationales où, effectivement, des opinions divergentes sur ce que peut être l'intérêt national français se font entendre et apparaissent jusqu'aux profondeurs même de la société, pas seulement dans le petit club politique. Et la deuxième raison, serait en même temps d'y penser, on est passé, avec la mondialisation, de la souveraineté à l'interdépendance. Et donc, le véritable problème dans les relations franco-algériennes, c'est pas quel est l'intérêt de l'Algérie, quel est l'intérêt de la France, c'est comment construire cette interdépendance forcée entre l'Algérie et la France. C'est comme ça qu'il faut poser le Et problème. est-ce qu'il y a des pistes là-dessus? Pardon? Est-ce qu'il y a des pistes d'intérêt partagées entre l'Algérie et la France? Parce qu'on a évidemment. l'impression que ce sont des entités opposées. Mais ça, c'était avant, comme dit la publicité. Maintenant, on est dans une logique d'imbrication telle qu'on ne peut plus penser en intérêts confrontés. C'est les politiques qui nous forcent à penser en termes d'intérêts confrontés parce que c'est leur façon de survivre. Maintenant, il faut regarder sur le plan démographique, avec l'importance notamment de la migration algérienne en France et d'une immigration qui n'est pas de première génération, qui accumule plusieurs générations.
Sur le plan économique, des échanges, parce que ça, les échanges économiques franco-algériens, ils ont été complètement perturbés par toutes ces décennies d'échecs, etc. Sur le plan culturel et religieux, sur le plan justement transcontinental dont on parlait tout à l'heure, comment trouver un point d'équilibre et un point d'optimisation de notre interdépendance. Le fin mot des politiques étrangères, c'est pas comment réaliser l'intérêt national français, c'est comment optimiser les relations d'échange et d'interdépendance et d'interpénétration entre les pays. Et c'est vrai, c'est particulièrement vif concernant la France-Algérie, mais ça l'est pour tous les pays. En ce moment, il y a ce déplacement du président de la République en Inde, et d'ailleurs, le problème est très mal posé à propos de l'Inde, en disant « Ah, ils vont nous acheter des Rafales, ah, ils nous aident dans notre grand projet, un peu fantasmagorique d'ailleurs, d'Indo-Pacifique », mais on ne pense pas ce que peut être le partenariat entre un État du vieux monde, un État européen et une puissance émergente, avec d'ailleurs des émergences extrêmement complexes dans le cas de l'Inde, parce que c'est aussi un pays qui n'arrive pas à se débarrasser de sa pauvreté, parce que c'est un pays qui a beaucoup de mal à se situer par rapport à ses voisins. Donc comment penser le partenariat avec des listes? Pas seulement, ils vont nous acheter des Rafales. Ouais, au moins avec l'Inde, finalement, la vieille Europe, la vieille France, la vieille Allemagne n'ont pas peur de parler de la question migratoire en souhaitant plus d'étudiants indiens en France ou en Ça Allemagne. coûte pas cher, et puis ça n'a pas de visibilité électorale. Oui. Tu vas pas faire élire un député sur l'idée de limiter le nombre d'étudiants indiens en France. Hein. Ouais. Alors, dernière question, Bertrand, est-ce qu'on peut parler sereinement des relations franco-algériennes dans les grands médias français? Je pose la question car on a vu l'historien Benjamin Stora s'irriter parce que venu sur France Info parler de la très délicate question mémorielle franco-algérienne, il s'est vu, selon lui, obligé de parler de l'affaire de l'influenceur Amir DZ. On vient me parler ici encore ce soir d'Amir DZ, je dis non, qu'est-ce que je fais ici? Je vous dis franchement, moi je m'en vais. Pour l'histoire et on va justement vous montrer. Parler d'Amir DZ. On va vous montrer un extrait justement qui parle de l'histoire. Mais Amir DZ, c'est ce qui a provoqué l'une des dernières crises. Morts algériens de la guerre d'indépendance. Ça, c'est une affaire politique à laquelle on assiste en ce moment. C'est une affaire très importante. Vous avez les essais nucléaires, vous avez les disparus de la bataille d'Alger. Ça, c'est des grosses affaires qu'il faudrait parler à la télévision française. Laurent Nunez, qui est en ce moment à Alger, on disait il est là avec une mission. Moi, je suis pas venu ici pour parler d'un influenceur. Il est là avec une mission technique. On a dit que c'est pas Laurent Nunez qui va reparler de la que vous voulez m'infliger en venant parler d'un influenceur. C'était pas du tout prévu. Quand on peut parler de tout. Encore une fois, on m'a pas téléphoné pour venir me parler de ça ce soir. Bertrand, est-ce que sur les plateaux télé en France, dans les médias écrits, est-ce que c'est facile de parler de... Bon, d'abord, moi, je ne stigmatiserai pas France Info TV, parce que je pense que c'est l'une des chaînes où on est le plus libre dans l'expression. Si on compare aux chaînes privées, où c'est une véritable catastrophe, pour pas dire un scandale, et les grosses chaînes publiques qui ne s'intéressent qu'aux inondations et aux vols dans les bijouteries, je trouve qu'il faut pas tirer sur l'artiste et sur France Info TV. Maintenant, deuxième élément, mémoriel, c'est important, mais on en fait un peu un écran, c'est-à-dire on ne sait pas comment gérer tous les dossiers extrêmement importants dont on parle tout à l'heure, on va gérer la mémoire, on va faire une commission, j'adore, une commission mémorielle, comme si c'est une commission qui allait définir ta mémoire ou ma mémoire. Tout ça, moi, m'indispose un petit peu, il faut penser au présent et à l'avenir beaucoup plus que ressasser ou fignoler la description du passé. Troisième élément, effectivement, alors, tu poses une question qui va très très loin, qui est la question de la subjectivité nouvelle dans les relations internationales. Autrefois, le diplomate ne se préoccupait même pas de la manière dont étaient perçues les choses et dont on en faisait le récit, parce que il n'y avait pas de médias ou des médias limités à une presse écrite ou je ne sais quoi. Maintenant, effectivement, c'est ce que je décris dans mon dernier livre sur l'énergie sociale, je pense que de plus en plus, il faut compter
avec le positionnement des opinions publiques. Et le positionnement des opinions publiques, c'est aussi alimenté par les modes, par les fake news, par les stéréotypes. Il faut balayer tout ça, mais faisons-le humainement, pas dans l'alibi mémoriel dont moi aussi je commence à avoir assez. Enfin. Merci Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale et l'art de la paix. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité avec Bertrand Badi sur Off Investigation. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.